pourquoi est-ce que c'est important la commémoration? C'est pas simplement se rappeler, ni y compris faire porter aux générations actuelles les fautes et les responsabilités des précédents, mais parce que on sait aussi, et ça a été dit, que cette histoire, elle continue à se perpétuer à travers les discriminations dont sont victimes aujourd'hui des citoyens et des citoyennes françaises de par leur origine réelle ou surposée, leur couleur de peau. Et donc je pense que c'est aussi pas simplement un regard vers le passé, mais actuel sur concrètement qu'est-ce que ça signifie. Et je pense que c'est important aussi puisque on a un regard qui est porté sur les Outre-mer, nous sommes à la délégation Outre-mer, mais c'est vrai qu'il y a des fois une dissociation entre la métropole, l'Hexagone et les réalités, parce que voilà, l'esclavage il a eu lieu dans les anciennes colonies, et donc il y a des formes de dissociation qui expliquent peut-être aussi la difficulté à l'intégrer dans l'histoire nationale. Du coup, moi, mes deux questions, elles portent la première sur la question de l'éducation, parce que ça fait partie aussi de la mémoire. J'aimerais avoir votre avis sur où on en est aujourd'hui, sur la prise en compte de cette histoire au niveau de l'éducation nationale, comment est-ce que c'est porté, au niveau de l'enseignement et de la recherche aussi, qu'est-ce qu'il y aurait à renforcer, à appuyer comme travaux, parce que c'est aussi ça qui fait euh, la commémoration et en tout cas la prise de conscience nationale. Et sur le deuxième point, c'est en lien avec une proposition qu'avait portée notre collègue Jean-Hugues Grattenon, qui est député de La Réunion, sur la mise en place d'un jour férié de commémoration de l'esclavage, puisque c'est le cas aujourd'hui dans plusieurs départements d'outre-mer où il y a différentes dates, mais où, à l'occasion de cette commémoration, a été institué des jours fériés, parce que c'est aussi à travers ces symboles-là que l'on marque la reconnaissance. Et une des contradictions, c'est que c'est le cas dans les départements d'outre-mer, mais pas au niveau national. Et donc, c'est une proposition que nous avons portée. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que cela vous semble... Enfin, nous l'avions déjà porté parce que c'était aussi ce que défendaient un certain nombre d'acteurs donc notamment au niveau de la Réunion, mais nous avions repris aussi ces propositions. Et j'aimerais avoir votre avis sur la question donc d'un jour férié qui marquerait cette, cette reconnaissance et cette commémoration. Merci. Sur l'éducation, alors effectivement, il y a des programmes, des progrès dans les programmes, c'est pris en compte notamment dans la classe de quatrième, mais pour moi, il y a quelque chose quand même qui me choque, c'est que dans le programme de lycée d'enseignement général, la question de l'esclavage n'est abordée que en seconde sur la question de l'abolition de l'esclavage en 1848, en enseignement général. Mais en enseignement professionnel et technologique, il y a tout un trimestre qui est consacré à l'enseignement des empires coloniaux français. Comme s'il y avait finalement un début de différenciation de l'enseignement, en estimant qu'il y a peut-être plus de descendants de personnes issues de cette histoire coloniale qui sont présents dans les lycées professionnels et que cette histoire doit leur être faite. Ça, c'est quand même quelque chose qui est gênant et sur lequel je voudrais attirer donc l'attention de la représentation parlementaire. Donc il y a des efforts à faire sur cette question de l'enseignement. Sur la recherche, on a constaté d'importants progrès. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2005 et 2009, nous avions 2 thèses candidates au prix de thèse du comité. Aujourd'hui, chaque année, nous avons entre 7 et 13 thèses. Donc on voit ces progrès. Il faut bien entendu continuer à les appuyer. Alors, parmi les questions que les chercheurs se posent et pour lesquelles on aurait des moyens, on aurait besoin de moyens, c'est de savoir si effectivement les détenteurs de richesses et de pouvoir actuellement dans l'outre-mer ont construit ces fortunes et ces richesses sur cette histoire-là, ou est-ce que
c'est juste une transmission de capital culturel plus que de capital financier ou foncier. Enfin, là, il y a encore des interrogations à avoir. Aujourd'hui, si on analyse les plus grandes fortunes de l'outre-mer, par exemple la famille Ayotte, ce n'étaient pas forcément les esclavagistes les plus puissants de l'époque, et je crois qu'il y a des questions à voir, et il faut aussi voir comment ce système s'est mis en place et comment aussi, par certains aspects, il perdure dans mettre au dernier rang finalement le facteur humain dans la production. C'est ça l'esclavage, c'est de mettre au dernier rang le facteur humain dans la production, le mettre au plus bas, de le prendre le moins en considération. Alors sur les questions du jour férié, pour ma part, j'y serais effectivement favorable. Alors, bon, cette année, nous avons de la chance, le 10 mai sera un jour férié, ça tombe le jour de l'Ascension. Mais alors peut-être qu'on pourrait inscrire cela dans une plus longue durée. Ça ferait plaisir à tous les partisans, oui, aux catholiques. Alors, le rôle du patrimoine pour la mémoire est essentiel. D'ailleurs, alors, il y a des débats que nous pouvons peut-être avoir ici, entre nous. Il y a la question des débats sur faut-il baptiser ou redébaptiser certains rues ou certains lieux qui ont trait à l'esclavage. On peut prendre deux exemples. Des rues portées par d'anciens négriers. Alors, par exemple, en Guadeloupe, on aura un problème. On a des rues Victor Hugues en Guadeloupe. Victor Hugues, c'est celui qui a appliqué la première abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Sauf que c'est le même qui l'a rétabli en Guyane. Bon, donc, alors, pour notre part, au comité, la position que nous défendons, y compris sur la question des lieux s'appelant Colbert, c'est de laisser ces noms-là et d'expliquer quel a été le rôle de ces personnes, à la fois dans l'esclavage, mais dans le reste de leurs actions. Effectivement, il serait de très bon teint, excusez-moi, de bon augure. Par exemple, qu'au ministère des Finances, où il y a une stèle en l'honneur de Colbert, que l'on précise aussi son rôle dans la préparation du Code noir, dans la mise en place de la Compagnie des Indes occidentales. Donc voilà, donc nous sommes plutôt dans cette démarche, non pas de gommer le passé, mais de prendre en considération ce passé. Mais au moins, les débats qui sont soulevés parfois de manière provocante permettent de s'interroger sur, effectivement, certains ont découvert que Colbert avait un rôle dans l'histoire de l'esclavage à travers cela. Voilà. Je me rends compte que j'avais limité les présentations initiales, mais pas les réponses aux questions. Alors, je propose aux conférenciers de répondre en 3 minutes maximum, s'il vous plaît. Professeur? Donc, je vais cibler sur une question. C'est-à-dire, c'est la question du patrimoine existant. Je crois qu'il faut vraiment faire une différence entre histoire et mémoire. Et lorsqu'on parle de mémoire, il faut savoir mémoire de qui. Parce que la mémoire de l'Auvergnat sur la question de l'esclavage n'a rien à voir avec la mémoire d'un Guadeloupéen descendant d'esclaves, d'un Martiniquais descendant d'esclaves, etc., etc., etc. Donc moi, je vais parler de ce que je connais. Le 14 septembre 1848, il y a une jeune dame qui s'appelait Juliette, qui est venue avec son petit garçon qui s'appelait Volant Charles, sous son bras, et elle est arrivée devant le maire, dans une file, et lorsqu'on est arrivé à elle, il a été marqué « Juliette, âgée de 30 ans, immatriculée sur le numéro 5322, née à Sainte-Anne et demeurant au Moule, la ligne d'en bas, Volant Charles, 2 ans, née et demeurant au Moule, immatriculée sur le numéro 9812, la dite Juliette nous ayant présenté le dit Volant Charles comme étant son fils, nous leur avons donné le nom patronymique de Romana. Ainsi commence ma lignée. Je l'ai appris à près de 50 ans. Comme la plupart des Antillais, dont le vide n'est pas simplement un simple vide d'histoire, c'est un vide de substance. Parce que l'histoire ne sert à rien. Et on peut faire tous les beaux livres d'histoire. Moi, j'ai étudié l'esclavage. Lorsque j'étais petit, un petit livre, je me rappelle le livre. Mais c'était une histoire extérieure à moi.
Donc il faut bien comprendre cela. Et lorsqu'on parle, par exemple, de lieux de mémoire, comme vous dites, là aussi, ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Si on parle des lieux de mémoire en Guadeloupe et en Martinique, ils sont en déshérence. Les moulins sont en déshérence. Les habitations sont en déshérence. C'est ça la réalité. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la plus grande partie des descendants d'esclaves étaient des petits paysans malheureux dans la terre, qui étaient dans la misère. Pourquoi voulez-vous qu'ils pensent à l'esclavage? C'est courage, fuyons. C'est ça la réalité d'une histoire qui n'est pas supportable, dont on parle ici sans problème particulier. Mais la question qui était posée en 98, que nous avons posée, c'est comment ne plus avoir honte de cette histoire? Comment faire pour que des gens puissent dire, ce ne sont pas des esclaves, mais des parents, des aïeux qui ont été victimes de l'esclavage. Volant Charles, le petit garçon, c'est le père de mon grand-père. C'est le grand-père de mon père. Et ma famille avait inventé un mythe invraisemblable. Il a fallu que je prenne beaucoup de précautions pour leur expliquer que non, l'origine des Romanais était servile. J'ai pu dire ça à la fin, même pas au moment du dessert, parce que je savais que c'était douloureux. Mais ma famille, ou nous ici, nous sommes des intellectuels. Mais imaginez la personne qui n'est pas l'intellectuel, le petit ouvrier, le petit paysan, l'immensité des Antillais qui vivent ici. Vous voulez leur parler d'esclavage? Comment fait-on pour leur parler d'esclavage? Et pourquoi c'est important? Parce que s'ils ne sont pas affiliés, et s'ils ont toujours un ressentiment, comment voulez-vous qu'ils soient des citoyens? Voici les questions très concrètes, précises, qui ne peuvent pas, qui accompagnent les questions de discrimination, mais qui sont spécifiques. C'est pourquoi la question des noms était très très importante. Parce qu'en mettant des noms et en honorant ces personnes, c'était les noms, ce sont nos noms, donc on ne peut pas dire que nous ne sommes pas les descendants de ces gens-là. Et vous avez des autorités qui les honorent. On ne vous parle pas de mémorial en l'air. On vous parle de choses concrètes, de l'expérience que nous avons eue, de personnes qui se faisaient photographier devant leur nom, enfin retrouvés, qui pleuraient devant leurs aïeux. On a des films sur tout ça. Si un jour, dans un bâtiment, dans un espace important, un espace prestigieux, un espace qui a du sens, un espace qui est ouvert, fréquenté, mais protégé, le nom des noms des ascendants, des descendants puisse être marqué. Je sais, je finis. Mesurez bien, et je demande à la représentation nationale de bien mesurer l'effet que ça fera, non seulement sur les descendants d'esclaves, mais aussi sur les enfants venant d'Afrique. Parce qu'on saura qui se trouve là. Merci Serge. Qui d'autre souhaite intervenir sur ce point? Alors, Je voulais dire un M. mot, mais Gordier, ensuite. pas M. seulement sur celui-là. Je pense que tout à l'heure, monsieur le député a bien saisi l'essence de la question que Serge a repris. Je ne veux pas développer dessus, mais je crois que, vous savez, au début, en 98, on disait l'esclavage, c'est un gros mot qu'il ne fallait pas employer. C'est pour vous dire comment ça se considère. Ma propre mère disait que c'est depuis que j'en parle d'esclavage qu'il y a de la délinquance dans nos pays. Donc, il faut bien comprendre que c'est une malédiction intégrée. N'est-ce pas? Et un descendant d'esclave, vous avez une réunion publique, vous avez des sièges, il va s'asseoir au fond. Pas devant. Jamais devant. Et je veux que nous comprenions ça, qu'il faut comprendre que c'est une opération de salubrité publique et intellectuelle. Mais deuxièmement, et c'est le point aussi qui me paraît important, c'est que la France pourra dire « Je suis le pays des droits de l'homme ». Parce que même ce que j'ai oublié en 1789, je les mets à la postérité. Et un autre point aussi que je voulais dire ici, c'est que nous avons développé un travail avec un pays d'Afrique qui est le Bénin. On leur a proposé de faire aussi un mémorial des noms sur la plage de Ouida, qui est l'un des ports où la majorité, notamment le premier gardien, nommé gardien, le 2 février 1849, vient de là. On sait d'où il vient. On leur a dit, quand on leur a dit ça, ils nous ont dit une parole qui m'a frappé. Le pontife, le vaudou de Ouida m'a dit, ils seront nos ancêtres communs.
Quand on sait la force qu'un Africain donne à un ancêtre, c'est quand même pas banal. Un déporté soit érigé au rang d'ancêtre commun. Donc, je crois que toutes ces questions-là montrent bien que, au-delà simplement du monument, il y a du symbole, il y a du sens. Et je crois que c'est ça qui est important que j'ai envie de vous dire. Un dernier point rapidement sur la question de l'enseignement. Mon association, dans son triptyque, a retrouvé les aïeux, comprendre, honorer. Comprendre, nous avons créé une université populaire qui dispense un enseignement spécifique sur l'esclavage. Nous avons signé avec la Sorbonne, Paris 1, la Sorbonne, une convention. Et nous avons plusieurs modules sur l'esclavage, sur l'histoire des traites, l'histoire des crimes contre l'humanité, et aussi un module sur la question des races, la question de la diversité humaine. Est-ce que ça existe une race? C'est quoi ça? Et je crois que ça, c'est très intéressant, c'est très important parce que c'est un enseignement qui se fait à la Sorbonne. Ils ont mis à disposition des locaux et leurs chercheurs sur les thématiques que nous avons proposées. Et je crois que ça participe à notre modeste niveau, n'est-ce pas, de cette éducation. Merci. Louis-Georges. Oui, je réponds d'abord sur la question de l'enseignement. C'est une question essentielle, évidemment. Or, nous baignons dans un révisionnisme passif, mais massif. Par exemple, tout le monde dit partout qu'il y aurait entre 12 et 14 millions de victimes de l'esclavage transatlantique. C'est ce que disent les présidents de la République française, c'est ce que dit la plaque qui est au Luxembourg. La vérité, c'est qu'il y a 10 à 20 fois plus de victimes. Pourquoi? Parce que l'esclavage n'est pas un crime contre l'humanité. L'esclavage, c'est 3 crimes contre l'humanité. Il y a d'abord un massacre colonial en Afrique. Les premiers résistants sont africains. Les premières victimes sont en Afrique. Selon les expertises, les estimations de M. Dorigny, par exemple, il y a entre 50 et 60 millions de personnes mortes en Afrique en essayant de résister. Donc il y a des gens qui ont échappé à l'esclavage, il y en a qui sont morts, et il y en a ensuite qui ont été capturés vivants. 50 à 60 millions de morts sur place, qui n'ont pas été esclaves, qui sont victimes de l'esclavage, dont on ne parle jamais. Ce sont les premiers résistants. Victor Schœlcher disait les premiers nègres marrons sont africains. Ensuite, 12 à 14 millions de personnes. Oui, ça on en parle, mais à partir du moment où vous avez 12 à 14 millions de personnes déportées vers l'Amérique ou l'océan Indien, ces personnes ont des descendants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 générations, etc. Et donc jusqu'à 1848 au moins, tous ces gens étaient esclaves et ne sont pas dans les 12 à 14 millions. Vous voyez, parce que 12 à 14 millions de personnes déportées, ça fait beaucoup plus de millions d'esclaves, nés esclaves et morts esclaves. Or, ils ne sont pas comptabilisés. Donc, la plupart des gens reprennent ces chiffres, de bonne foi, j'en conviens, mais il y a un révisionnisme de masse dans lequel nous sommes plongés. Je pourrais aussi parler de la date. On dit 1848, oui, sauf que l'esclavage a été réinstauré sous la forme occultée du travail forcé dans les colonies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Victor Schœlcher, qui, député de Paris à la fin de sa vie, disait « Nous sommes en train de réinstaurer ce que nous avions aboli. » Et je le sais bien, c'est moi qui ai signé le décret Schœlcher. Et donc l'esclavage, le troisième en fait, a été aboli. La troisième abolition, c'est 1946, date de la loi Houphouët-Boigny, le futur président de la Côte d'Ivoire, et encore, ça a continué bien au-delà. Donc vous voyez que sur une question de date, on dit 1848, il faudrait dire 1946, voire 1960. Sur les chiffres, on dit 12 millions, 14 millions, il faudrait dire 10 ou 20 fois plus. Nous sommes dans une ignorance totale des faits majeurs. Je ne parle pas de faits d'érudition, des petits détails, non. Nous sommes dans l'ignorance généralisée. Et donc, il y a eu des avancées, évidemment, bien sûr, ça c'est sûr. Il y a malgré tout une ignorance massive. Et là, contre ce révisionnisme passif et massif, nous devons agir. Le jour férié, nous y sommes favorables. Je rejoins complètement ce que vous dites, Madame Obono, donc je ne développe pas. Nous y souscrivons. C'est une réparation également du reste. Sur l'anachronisme, petit détail aussi, je rejoins ce que disait M. Régent. Le Parlement de Paris, quand il a reçu le Code noir, eh bien, a refusé de l'enregistrer en disant ce texte est contraire au droit naturel, au droit divin et au droit national, car l'esclavage était illégal en France. Donc c'est intéressant de voir que déjà à l'époque, les Français avaient un sens moral. Ce n'est pas en 1848, brusquement, qu'ils ont lu Kant, qu'ils se sont dit « Mon Dieu, le bien, ça existe ». Les esclavagistes eux-mêmes, très souvent, émancipaient leurs esclaves sur leur testament, car ils se disaient, en arrivant devant Saint-Pierre, « Je ne voudrais pas qu'on pense que j'ai été méchant ». Donc même les esclavagistes n'étaient pas très certains de la légalité, de la moralité de leurs actions. Au contraire. Sur la question du patrimoine, oui, en effet, je
prolonge ce que dit Frédéric Régent, nous avons lancé cette campagne sur Colbert notamment. On pourrait dire cela de beaucoup d'autres personnalités, mais nous avons pris Colbert comme étant une sorte de métonymie, finalement, de l'esclavage. C'est lui qui a été l'artisan du Code noir, et il représente à la fois, en matière de crimes contre l'humanité, la théorie et la pratique. La théorie, c'est le Code noir, la pratique, c'est la Compagnie des Indes. Et quand nous sommes à l'Assemblée nationale, dans la salle Colbert parfois, quand nous arrivons depuis la scène et nous voyons la statue de Colbert, et nous voyons les mots liberté, égalité, fraternité au-dessus de Colbert, qui était l'ennemi de la liberté, l'ennemi de l'égalité, l'ennemi de la fraternité, en effet, nous sursautons. Et nous sommes révulsés, je dois le dire. Je dis que lorsque dans un pays, les héros des uns sont les bourreaux des autres, il est très difficile ensuite de faire l'unité. Et si on veut l'unité nationale, il faut aller vers des choses positives qui nous honorent, et là, nous sommes dans le déshonneur. Donc, il faut non pas gommer le passé, en effet, mais le faire connaître. Il y a une trentaine de lycées en France qui portent le nom lycée Colbert, mais à l'intérieur, on n'enseigne pas Colbert. Donc moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas enseigner Colbert, je dis qu'il ne faut pas le célébrer à l'extérieur des lycées, il faut l'enseigner davantage à l'intérieur des lycées. Mais la plupart des temps, on célèbre Colbert sans même savoir qui il était. Et donc, si nous sommes vraiment le pays des droits de l'homme, nous ne pouvons pas ainsi célébrer l'auteur de crimes contre l'humanité. Et beaucoup de gens disent, oui, mais elle n'a pas fait que ça. Mais personne n'a fait que ça dans sa vie, un crime contre l'humanité. Les gens qui font des crimes contre l'humanité, ils font plein d'autres choses aussi. Ils ne se lèvent pas du matin jusqu'au soir, de leur enfance jusqu'à la mort, en ne faisant que des crimes contre l'humanité. Donc les arguments qui sont souvent opposés ne sont pas décents. Je crois qu'il faut réviser cela. Enseigner Colbert, bien sûr, mais non pas le célébrer. C'est une différence très importante. Que dire enfin? Je reviens encore au 21 mars, et vous avez raison, Madame Obono, de faire le lien entre le passé et le présent. C'est souvent ce qui manque. Lorsqu'on fait la carte de la pauvreté sur le continent américain, elle rejoint la carte des minorités ethniques et des lieux où il y avait de l'esclavage. Tout cela est lié. On pourrait parler, par exemple, des violences policières qui mobilisent beaucoup d'associations. Elles sont très liées, par exemple, à l'histoire coloniale de l'Algérie. Parce que lorsque beaucoup de policiers, de militaires revenant d'Algérie ont été reconvertis dans la police, ils ont eu un ressentiment se disant « Nous voyons de jeunes garçons arabes qui sont finalement ceux qu'on combattait en Algérie, et donc nous voulons les assassiner. » Et donc les violences policières des années 80 contre lesquelles se sont battus les gens de la Marche des Beurs viennent vraiment de cette histoire coloniale en Algérie, et je pourrais développer énormément de choses pour montrer le lien entre le passé et le présent. Je m'arrête là, mais si on ne fait pas ce lien que vous faites à juste titre, en effet, beaucoup de gens ne comprendront pas pourquoi il est nécessaire de parler de la mémoire. C'est le passé, c'est le présent, c'est l'avenir. Réparer, c'est préparer l'avenir. Merci Louis-Georges. Et pour terminer... Et j'ai oublié de dire, bien sûr, il faudra qu'on reparle du 21 mars, mais on en reparlera tout à l'heure. Très bien. Pour terminer, Claude Ribes. Oui, une petite réflexion avant de répondre à deux ou trois questions très pertinentes qui ont été posées, une petite réflexion qui me vient en entendant parler de Colbert et puis plus récemment de certains esclavagistes dont les rues portent les noms. Ils ne voyaient pas une boutade, mais puisqu'on a beaucoup parlé d'un mur des victimes, peut-être qu'il restera un petit peu de place sur le mur, peut-être de l'autre côté, pour parler aussi des bourreaux, parce que c'est bien de parler des victimes, mais enfin, quand il y a des victimes, souvent il y a des bourreaux. Je sais bien qu'il est plus facile de parler des victimes que de rappeler que c'est Napoléon qui a rétabli l'esclavage. C'est une parenthèse que je referme. Maintenant, en ce qui concerne les questions, pour ce qui est du patrimoine, question extrêmement pertinente, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par les autres intervenants, qui était tout à fait pertinent et j'y souscris, mais je reviens sur un point. Il n'y a pas que le patrimoine qui est propre à l'esclavage, bon, qui est en péril. C'est vrai qu'il faut sauver, mais il faut, quand on le peut, parce que je rappelle que on n'est pas dans un bantoustan, c'est une histoire nationale, il faut manquer aucune occasion d'inscrire la question de l'esclavage dans l'ensemble du patrimoine. En tout cas, quand une occasion se présente, c'est bien pour ça que je vous parlais du château de Villers-Cotterêts, qui est un joyau de la Renaissance. Parce que la Renaissance, bon, c'était la Renaissance dans le sens que vous savez, mais vous savez, l'esclavage, ça n'a pas commencé en 1635. Hein. À l'époque de la Renaissance, il y avait déjà des bateaux. Je vous signale d'ailleurs qu'avant 1635, la France a fait des tentatives pour s'implanter au Brésil. Hein, il faut
il faut bien savoir de quoi on parle. Au moment où François Ier commençait à construire son château, il y avait déjà des bateaux qui partaient. Donc tout ça, c'est une histoire globale. Quand on a l'occasion d'évoquer quelque chose dans le cadre d'un projet de restauration comme ça national, il ne faut jamais manquer de le faire. Quand il y a une occasion, il ne faut pas les forcer. Mais là, il y a du mal. Bon, ça, c'est un point. En ce qui concerne l'éducation, question effectivement très importante. Moi, je ne suis pas ministre de l'Éducation, mais je sais que j'avais eu l'occasion de croiser il y a bien longtemps Jean-Michel Blanquer, qui à l'époque était DGESCO, hein, et j'avais attiré son attention sur ces questions et sur les points que j'ai évoqués dans mon intervention, à savoir qu'il faut bien sûr parler de l'esclavage, mais aussi parler des grandes figures issues de la traite, de l'esclavage et de la colonisation, qui ont marqué l'histoire de France. Je dois quand même vous rappeler, puisqu'on est remonté à la Renaissance, que quelqu'un, par exemple, comme Du Guesclin se vantait, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, il se vantait d'avoir des origines africaines. Il y a d'ailleurs un livre de René Maran auquel je vous renvoie, qui lui est consacré. Ça, c'est une chose. Et puis, ça m'amène à une autre question, qui était la question de l'internationalisation de la question et des réseaux. C'est extrêmement important. Je suppose que Louis-Georges Tin voyage, que nous voyageons tous. Nous regardons des exemples dans les pays où les afrodescendants sont nombreux, en particulier aux États-Unis. Je vous invite peut-être à aller regarder, si vous ne l'avez fait, les collections du Musée national des Afro-Américains de Washington. Parce que bon, c'est bien de prendre des initiatives, mais je vous dis encore une fois, il faut voir ce qui a été fait avant, et en particulier ce que font les autres ailleurs. Je ne veux pas être le messager de la mauvaise nouvelle, mais je voudrais vous dire que ce musée, il faut attendre des mois pour le visiter. Il marche très fort. Il ne marche pas fort parce qu'on n'y parle que d'esclavage. Il marche très fort parce qu'on y parle de l'histoire des Afro-Américains. L'esclavage est une séquence de cette histoire. Mais les Américains, eux, ont su rencontrer le succès en allant de l'esclavage jusqu'à Obama. C'est très bien de parler de l'esclavage, parce que c'est une séquence de notre histoire. Mais, je vous le dis encore une fois, n'oublions pas les autres séquences qui ont fait que des victimes de l'esclavage ont su dépasser ce handicap pour prendre pleinement leur place dans l'histoire de France. Et ça, pour revenir à la question des manuels scolaires, c'est très important de le dire et de le faire savoir. Dernière question, parce que je sens votre président qui est inquiet parce qu'il me croit bavard, il a tout à fait raison, mais je vais tout de suite le rassurer, c'est la question des réseaux sociaux. Écoutez, je vous ai dit que j'animais cette manifestation, que j'essayais de l'organiser tous les ans. L'association que je préside a une autre activité, je vous dirai que cela, c'est d'animer un site. Je vous invite peut-être à y faire un tour, qui s'appelle Une autre histoire, uneautrehistoire.org. C'est, à ma connaissance, l'un des sites mondiaux les plus consultés de l'histoire des afrodescendants. Alors on y parle bien sûr de l'esclavage, mais on y passe. Quand on ne peut pas faire de musée, on fait des musées virtuels. D'ailleurs, le Centre des Américains a commencé comme ça. Alors comme Olivier Servat, je crois, aime bien les chiffres, et je parle sous le contrôle de mon voisin, n'est-ce pas, puisqu'il y a des outils qui permettent de voir les choses en réel. Ce site rassemble par an 500 000 internautes. Ce qui veut dire qu'il est 18h38, à l'heure où je vous parle, et bien, il y a eu 1284 personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Et actuellement, il y a 13 personnes en temps réel qui sont en ligne. Voilà la manière dont on peut travailler sans forcément avoir beaucoup d'aide, d'ailleurs publique, hein, mais avec un peu de bonne volonté, en faisant partager ses connaissances. C'est très facile. Hein. L'éducation, c'est pas seulement l'école, c'est partager ses connaissances. C'est extrêmement important. Et je pense que si on y met tous d'une autre, eh bien, on peut arriver à effectivement à rayonner. Et sur ce site, à 20% de connexions qui viennent des États-Unis. Alors vous allez me dire c'est étrange parce que bon, il est en français. Ben oui, mais c'est la diaspora haïtienne qui est aux États-Unis et qui porte haut le fleuron